Bonjour Louise. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. C'est une joie vraiment d'être là. Merci, vraiment. Alors, je vais essayer de te présenter rapidement. Tu enseignes une approche de la non-dualité euh, et pour ce faire, tu vas proposer des partages pour la reconnaissance du soi afin que les personnes puissent redécouvrir la pure conscience que nous sommes. Et c'est au travers de rencontres en présentiel ou en ligne, mais également au travers de ta chaîne YouTube. Et tu as également publié un livre intitulé Trouver sa voie vers l'éveil. Et donc cette présentation est un peu courte, et donc j'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous racontes un petit peu l'histoire qui a fait que aujourd'hui tu en es à partager sur ces sujets, ton cheminement spirituel, les maîtres que tu as pu rencontrer. Mhm. Oui. C'est ça, mon fut assez long finalement. Bon, je pourrais dire, c'est ça que la spiritualité, même enfant, c'était présent. Il y avait, bon, c'est sûr, comme je le dis souvent, mon premier souvenir très conscient, ce fut à l'époque de ma première communion. Bon, moi, je suis évidemment au Québec à ce moment-là. Moi, je suis née dans les années 60, donc la religion catholique était très présente. Et il y avait tous les rituels de première communion, de confirmation et tout ça. Donc, à l'époque de ma première communion, j'avais 7 ans. Le prêtre était venu nous parler de Jésus, de Dieu, de ce qui allait se produire durant la célébration et tout ça. Et on avait ensuite une pratique à l'église. Et moi, en arrivant à l'église, et déjà même en entendant parler de Jésus et de Dieu, il y avait quelque chose déjà qui s'était éveillé. Il y avait une attirance très grande. Et rendu à l'église, bon, en me mettant à genoux et en priant, il y avait une ferveur dévotionnelle très, très grande qui était là naturellement. Et il y avait des expériences qui se produisaient, des expériences où, au niveau de mon cœur, il y avait un courant frais qui montait, même un petit frisson. Puis au niveau de mon front, ça devenait tout éclairé, d'une lumière intense, et je sentais la présence de Dieu partout dans l'église. Bon, j'avais tellement compris là, ce qui se produisait. Gérald me dit que c'était des expériences d'unité, mais Pierre, dernièrement, son émission me disait que c'était probablement une vie de mystique avant, où j'ai été beaucoup dans la prière et tout ça. Donc, ça a amené un autre éclairage, parce que non, personne n'avait jamais répondu à ça. Et puis, c'est ça, donc ces expériences-là que je vivais à chaque fois que j'allais à l'église se sont produites pendant toute ma jeunesse au niveau de l'enfance, de l'adolescence. Et j'aimais beaucoup aller à l'église et je trouvais cette paix-là. Et c'est ça, cet amour-là de Dieu qui était très intense et ces expériences-là qui ne se produisaient que lorsque je me mettais à genoux à l'église avec cette prière-là. Ensuite de ça, à 24 ans, bon, j'avais un petit peu délaissé l'Église parce que je trouvais moins là, ce qui m'animait. Mais à 4 ans, durant une messe, là, j'entendais le discours, le sermon du prêtre, et j'ai trouvé ça très limité. Je ne trouvais pas, ma soif de Dieu était plus grande que ça. Donc, c'est ça. Ce soir-là, je me suis assise sur mon lit à la maison et j'ai demandé à Dieu, montre-moi la voie pour te trouver. Et le lendemain, dans le cadre de mon travail, parce que j'ai exercé la profession d'infirmière bon, toute ma vie, et je travaillais une nuit et une remplaçante est arrivée, m'a parlé de l'autobiographie no yogi de Paramahansa Hmm. Yogananda. Donc, ça a été là, puis tout de suite, je suis allée me procurer ce livre-là tout de suite après. Et puis, mon Dieu, il y a eu un élan pour Yogananda. Tout de suite, le livre vibrait et ça a été un grand, grand coup de cœur pour Yogananda. Et en lisant le livre, ben là, c'est ça, j'ai été amenée à vraiment à voir autre chose, une autre dimension, et quelque chose qui m'interpellait. Et il y avait beaucoup la ferveur dévotionnelle aussi de Yogananda, et je pense que c'est ça qui me touchait le plus. Et donc, c'est ça, je me suis mise bon, le maître avait laissé des leçons hein, comme enseignement. Donc, j'ai écrit en Californie et bon, on m'envoyait des leçons aux 2 semaines par la poste et j'ai suivi ces enseignements-là. Et tout de suite, c'est ça, j'ai vu que c'est ce que je cherchais. Je me suis rendue aussi 2 fois en Californie. Et c'est ça, vraiment pour aller voir, est-ce que c'est vraiment marcher dans les pas du maître, voir où il avait vécu. Et c'est ça, mon cœur, vraiment, c'était l'appel que j'avais.
Donc, puis au courant des leçons qu'on recevait là, dans les leçons, il y avait la pratique de la méditation. Et moi, j'avais déjà une nature contemplative et l'ami qui m'avait parlé de ça me parlait de la méditation et j'avais très hâte à cette étape-là. Et tout de suite en méditation, mon Dieu, ça a été facile et tout de suite, il y a eu une paix qui était ressentie. Donc, par les techniques, au début, c'est une technique qui était sur le souffle, hein, sur la respiration et tout ça, et de sentir la paix entre les respirations. Et il y avait différentes techniques comme ça, entendre le on, mais il y avait la pratique du Kriya Yoga qui venait plus tard dans les leçons, parce que là, bon, ça prenait une certaine préparation finalement dans l'enseignement pour recevoir l'enseignement de cette pratique. Donc, je me suis mise à pratiquer le Kriya Yoga. Et d'ailleurs, quand on va en Californie, Yogananda a établi un mouvement monastique là-bas. Là. Il a implanté ça. Donc, les moines là-bas vérifient si nos kriyas sont bien faits parce qu'il y a quand même toute une technique un peu particulière avec des sons, avec des courants d'énergie et tout ça. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai vraiment pratiqué ça toute ma vie. Et à un moment donné, je pratiquais 2 heures par jour. Je faisais 1 heure de méditation le matin, 1 heure le soir, pendant plusieurs années. Et moi, je suis quelqu'un une personne très rigoureuse, très disciplinée. Donc, dans mon quotidien, je trouvais toujours le temps pour pratiquer. Et même, je dirais que j'avais besoin de cette pratique. Ça me permettait de me recentrer, de trouver une paix, un bien-être dans ma vie, un calme. Et c'est ça, et ça me nourrissait beaucoup. Et plus je pratiquais, et les kriyas étaient probablement, ça a été la pratique qui m'a le plus rapidement amenée. Bon, je faisais les kriyas, puis tout de suite, j'étais amenée dans une paix, dans une présence. Bon, je n'appelais pas ça la présence parce que dans le temps, on n'appelait pas ça, on ne parlait pas d'éveil ni de présence. Mais bon, il y avait cette paix, je goûtais cette paix, il y avait cette présence de Dieu, cette contemplation, et ça me nourrissait. Donc, pour moi, ça a été suffisant et j'ai fait ça de façon assez solitaire, finalement, toute ma vie. Euh, et puis, c'est ça. Puis ensuite de ça, ben, ça a été beaucoup plus tard que j'ai connu les enseignements de la non-dualité. Mhm. Mais à travers ça, j'ai fait ma vie, je me suis mariée, j'ai eu un fils. Donc, j'ai fait mon travail d'infirmière. Donc, il y a eu comme ça un équilibre. Puis, tout ça, toujours cet attrait-là pour la méditation, et d'être nourrie par ça. Et en 2015, j'ai découvert la non-dualité. Entre ça aussi, avant ça, il y a eu, bon, dans mon parcours, ça c'était à 24 ans, Yogananda, et à 27 ans, j'ai vu quand même qu'il y avait des blocages, il y avait des choses qui m'empêchaient comme d'aller plus loin, c'était senti. Donc, j'ai commencé une psychothérapie aussi qui a duré plusieurs années. Parce que aussi, c'est ça, dans l'enfance, il y avait cette nostalgie du paradis perdu, il y avait des souvenirs de la vie dans l'au-delà et comment c'était extraordinaire et comment la télépathie, c'était facile comme voie de communication. Enfin, il y avait des souvenirs et il y avait un mal-être aussi, malgré une joie quand même j'ai toujours été une enfant joyeuse qui s'émerveillait devant tout. Donc, j'étais pas triste, mais il y avait un mal-être quand même avec lequel j'étais née et qui était probablement relié à un lourd bagage que je portais depuis des vies et qui n'avait pas été réglé. En tout cas, c'est ce que j'ai vu en thérapie. Et puis, cette thérapie-là, avec une personne qui a été très marquante sur mon chemin, une femme de descendance amérindienne qui travaillait beaucoup, qui était très axée vers la spiritualité et qui travaillait beaucoup par le corps, par la libération des émotions, des contractions dans le corps. Donc, c'était par la voix, par le corps. Donc, ça a été très, très libérateur pour moi. Après un an de thérapie, disons que le mal-être, la lourdeur que je portais depuis toute petite, s'est dissipé. Mais bon, enfin, ensuite, j'ai continué à faire le travail parce que j'aimais me découvrir et tout ça, jusqu'à un jour que je me rende compte que c'était peut-être pas nécessaire justement d'en faire autant parce qu'on n'a pas besoin de tout enlever. Là, c'était pas. Et j'ai vu à un moment donné que c'est ça, je travaillais sur une personne, j'essayais d'améliorer la personne et moi, je m'étais rendu compte que je n'étais pas la personne. Donc, il y avait eu, c'est ça, en 2005, une expérience d'unité très grande et je savais que il y avait autre chose que cette vie matérielle. Ben, au fond, je l'avais toujours su parce que, bon, il y avait la nostalgie, il y avait une foi intense.
Donc, c'est ça. Donc, en 2015, j'ai découvert là, les enseignements de la non-dualité et ça, j'avoue, ça a tout changé. Là, ça a fait comme, bon, je m'unis à la paix. Moi, j'avais compris avec Yogananda que le but de la méditation, c'était de s'unir à Dieu. Donc, j'étais en union avec Dieu, avec la paix, mais je ne m'étais pas rendu compte finalement que j'étais la paix. Et c'était là qu'était finalement la, la, la libération serait là, d'en voir que j'étais cette paix-là. Donc, c'était pas à l'extérieur, c'était moi-même. Et c'est ça que j'ai compris avec les enseignements de la non-dualité. Donc, ça a été Muji au début que j'ai découvert sur YouTube. C'est ça, il lui parlait beaucoup de l'observateur et de l'observer. Donc, il m'amenait tellement plus loin et ça m'interpellait beaucoup. Et là, dans ma pratique de méditation, là, j'ai changé, même qu'à un moment donné, j'ai vraiment abandonné les kriyas. J'ai vraiment commencé à faire cette pratique-là de, OK, il y a des pensées, puis là, il y a le témoin ici des pensées. Donc, revenir à la conscience témoin et faire finalement, il y a eu comme un décollement de plus en plus à voir, OK, je vois mes pensées, je ne les suis pas. Ce sont comme des nuages dans le ciel qui passent. Et moi, je suis le témoin et je revenais au témoin et je m'assoyais dans le témoin et ça repartait avec, hein, évidemment, en pratique de méditation, ça a été ça mes débuts avec la non-dualité. Évidemment, on part avec les pensées, puis ensuite de ça, ben, on revient dès qu'on s'en rend compte. Et cette pratique-là, finalement, a fait qu'un jour, ben oui, j'étais assez bien établie dans le témoin. Et bon, la pratique ensuite a continué. Et avec Muji, justement, l'observateur est-il observé, je pratiquais déjà ça en même temps. Bon, il y a un témoin, mais quelque chose ici connaît le témoin. Je comprenais ça en écoutant les enseignements et je pratiquais déjà ça. Après Muji, il y a eu Rupert Spira. Ça a été une révélation. Et j'ai tout lu, tout écouté de Rupert Spira. Il y avait une passion. Évidemment, moi, j'avais été dans une voie de la dévotion. J'ai toujours été très dévotionnelle, mais là, vraiment, là, mon bien-aimé, j'avais besoin de le comprendre. Là. C'est qui? Comment ça fonctionne? Des questions existentielles que je m'étais posées même dès l'enfance. Comment ça fonctionne derrière ce monde-là? J'avais beaucoup de questionnements. Puis là, c'est ça, Rupert Spira, là, répondait à mon besoin de connaissance. Donc, c'était la voie, hein, c'est les deux grandes voies en Inde, la dévotion, la connaissance. Donc là, c'est ça qui m'interpellait. Et j'ai découvert aussi Ramana Maharshi avec l'investigation du soi. Donc, ça, c'était une très belle découverte et c'est ça que j'ai commencé à pratiquer, jusqu'à ce que, bon, il y a eu en 2016, en pratiquant avec Muji, il y a eu un samadhi qui s'est produit. Je pratiquais avec une vidéo, j'étais assise sur ma chaise de méditation et en pratiquant, est-ce que, bon, le percevant, qu'est-ce qu'il perçoit, bon, le perçu finalement, donc je suis le percevant, et même qu'est-ce qu'il y a là avant la perception. Donc, il me faisait pratiquer ça, et là, j'ai été aspirée au cœur de moi-même, vraiment. Je suis disparue de ma chambre, et j'ai vu le vide, j'ai été aspirée dans le vide. Bon, je le raconte dans mon livre, cette expérience-là aussi, mais qui était très éclairante et très déterminante. Sauf que, euh, je ne sais pas si tu veux que je raconte un petit peu plus cette Ah expérience-là. bah Ou je bois tes paroles, je t'en prie, continue. Ah oui, donc, dans cette expérience de vide-là où tout a été vu finalement, mais qui est demeuré une expérience parce que, bon, ça a été rattrapé ensuite par le personnage qui a dit, j'ai vécu ça. Bon, donc, c'était pas l'éveil. Mais bon, ce qui s'est produit, c'est que oui, j'ai été aspirée vraiment profondément et j'ai vu comme une espèce de lac noir, là, je dirais, et j'ai été aspirée dans ça. Et dans ce noir-là, là, c'était comme une pièce sans mur, comme un sous-sol un peu, et il n'y avait rien. C'était la vacuité absolue. C'est vraiment, il n'y avait rien de rien de rien. Puis c'était très étonnant. Et il n'y avait pas, des gens vont là, ils ont peur. Moi, c'était un émerveillement. C'était, ah, mais c'est rien, mais c'est vraiment, j'en parlais avec Gérald Benderzoun, comment c'est étonnant de voir ce vide absolu, ce rien de rien. Et ensuite, j'ai été aspirée plus profondément encore. Et ça faisait, ah oui, encore plus loin. Et puis, il n'y avait pas de personne. Il y avait pas, c'était pas le mental, c'était vraiment la conscience qui se contemplait et les mots venaient.
Et là, j'ai vu que, bon, ça ne peut pas être connu parce que, puis le mental ne peut pas le connaître parce que j'ai vu le mental surgir de ce vide, de ce rien. Donc, le mental ne peut pas connaître ce qui est avant parce qu'il surgit de ça. Et plus loin encore, bon, il y avait une espèce j'ai vu des ondes noires et tout ça, mais au fond, au bout de tout ça, c'est comme s'il y avait une pièce et que là, ça terminait là, mais il y avait comme une ouverture. Et dans cette ouverture-là, et je ne pouvais pas traverser de l'autre côté, mais je pouvais voir, j'ai vu quelque chose. Mon regard était complètement attiré là, je ne pouvais pas détourner le regard. Et j'ai vu quelque chose, et je ne pourrais pas dire ce que c'est. Et ici, ça a fait comme, ah mais oui, je comprends qu'on ne peut pas le connaître parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il dit très fortement que ce n'est pas de ce monde. Ce n'est pas de ce monde. Et ici, ça a fait comme, ah, mais il n'y a rien à craindre. C'est tellement, ça se connaît, je voyais très bien, on comprenait très bien que ça se connaît tout. Ça connaît la manifestation, ça connaît le je suis, la manifestation. Puis, c'est d'une grandeur et d'une beauté et d'une intelligence inimaginable. Donc, c'était oh, tellement apaisant de voir ça et de constater ça. Et il y a eu un moment où, comme un petit moment de blanc, je ne sais pas, puis je me suis retrouvée dans un espace de joie et j'ai vu qu'une béatitude. Et c'était très tranquille et j'étais très bien. Et il est apparu une pensée de je vais essayer de bouger dans cet espace-là. Donc, une pensée est apparue. Et là, ça a été agrippé. Là, c'était le mental qui apparaissait et j'ai agrippé. Et là, je suis remontée parce que j'ai vu que c'était impossible de bouger. Il n'y avait pas de mouvement possible. Donc, je suis remontée à mi-chemin. Et là, ça a dit, ah, mais oui, mais ça, je le connais déjà. Il y avait comme, bon, c'était décevant parce que puis c'est drôle parce que cette pensée-là m'a habité longtemps après. Je le connais déjà, c'était tellement clair. C'était tellement comme banal, ordinaire. Moi, je m'attendais à des feux d'artifice, à quelque chose de plus grandiose, hein, comme... Donc, ça a été ça. Et puis, euh, et puis c'est ça. Et en même temps, est apparu comme une déception. Parce que là, là j'ai vu, dans une fraction de seconde, j'ai vu toutes mes vies où j'ai prié, j'ai médité, j'ai cherché, j'ai été le gourou, le disciple et tout ça. Et là, ça a dit tout ça pour ça et il n'y a rien. Tout ça et il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, et ça m'a fait vraiment revenir dans ma chambre finalement. Donc, Mhm. et, euh, et c'est ça, et tout ça s'est placé après, là, cette déception-là. Mais là, j'avoue que j'étais en état de choc. C'était vraiment un choc. J'avais lu, je le savais qu'il y avait un vide. J'étais tellement fascinée. J'écoutais tout ce qui parlait du vide, puis je savais que c'était le vide, mais j'avais pas compris que c'était aussi rien, que c'était Mhm. un grand rien, aussi vide que ça, aussi rien. Et là, mais en même temps, ça a fait comme, ah, ça fait tellement longtemps que je cherche. Moi, j'étais tellement une chercheuse, là. Le feu était très, très brûlant, là. Donc, ça fait tellement longtemps que je cherche que si c'est ça, ben c'est ça. J'étais prête à accueillir ça. Et puis, en même temps, il y avait quand même un petit mouvement de recul. Et le mental, c'est ça, j'ai vraiment approprié ça en disant, bah, c'est moi qui ai vécu ça. Donc, j'ai vécu cette expérience-là. Donc, il n'y a pas eu de dissolution dans ce vide-là, parce qu'il y en a qui vivent ça et qui sont complètement, Mhm. tout est réalisé. Mais ici, même si tout ce qui avait été vu était le réel, finalement, non, ça ne s'est pas produit. Il restait une graine on dit, une graine de jeu, J-E, là, puis Gérald me disait ça, il restait encore le jeu personnel qui n'avait pas lâché. Donc, c'est ça. Alors, cette pratique-là, quand même, cette expérience-là m'a encore donné encore plus de feu, par exemple, pour continuer vraiment vers ce que j'avais entendu parler, qui était l'éveil. Mhm. Donc, j'ai continué ma pratique avec beaucoup, beaucoup d'intensité et même qu'à un moment donné, la chercheuse c'était tellement puissant que ça en devenait presque inconfortable. Donc, j'ai dû lâcher un petit peu la chercheuse spirituelle, en tout cas. Et jusqu'au jour où, avec
Claudette Vidal. Je suis allée à un séminaire, donc c'était à peu près une année plus tard, donc fin 2017. Je suis allée à un séminaire et Claudette Vidal nous demandait le premier matin, on parlait chacun notre tour et j'étais dans les premières et là, j'étais prête à tout laisser, tout abandonner. L'histoire du vide et de la déception, ça s'était dissipé parce que, puis même j'avais entendu Gangamira dire, mais quelle chance d'être libérée Mm. de cette croyance, hein, d'avoir cru en tout ça. Donc, tout ça, c'est vraiment euh, calmé, dissipé. Donc, il y avait une tranquillité par rapport à ça et une foi totale en ce qui pourrait se produire. Et enfin, et Claudia Pidal m'a dit, quand j'ai dit je suis prête à tout laisser, elle m'a dit, mais tout est déjà prêt à ouvrir chez toi, Louise. C'était tellement mûr, probablement. J'avais tellement tout dissous par la méditation avec le temps. Et effectivement, tout s'est ouvert. Et c'est devenu, c'est ça, il n'y avait plus d'intérieur, il n'y avait plus d'extérieur. C'est vraiment, il y a eu une sensation d'expansion, d'ouverture. J'ai vu que j'étais l'espace. Donc, le moi séparé ici, c'était dissous, vraiment. Il y avait plus de barrières, il y avait plus de barrières psychiques, ni du corps. J'étais partout. Et il y avait avec ça un amour infini, une présence d'amour qui était très, très grande. Et c'est ça, c'est ça. Et le plus surprenant, disons, c'est quand je suis passée devant un miroir. Et là, j'ai vu, ah, mais mon Dieu, il n'y a plus personne. Là, je voyais mon image, mais vraiment, le moi séparé, là, vraiment, s'était effondré, était disparu. Et il n'y avait que l'espace. Et je marchais, c'était l'espace. Je m'assoyais, c'était l'espace. Et l'espace était partout. Et Claudette Vidal m'avait dit, c'est ça, tout est ouvert et le voile est tombé. Et moi, à ce moment-là, tout de suite, ce que ça a fait, c'est OK, ça s'est ouvert, mais non, le voile n'est pas tombé. Elle voulait sûrement dire le voile de l'éveil, mais Mm. moi, je savais qu'il y avait une deuxième étape. Puis ça a été presque instantané de dire, ben, mais non, parce qu'il reste la réalisation. Pour moi, le voile qui tombait, c'était la réalisation. Je vais juste prendre une petite gorgée. Donc, c'était clair pour moi, c'était clair tout de suite qu'il restait une autre étape. Donc, alors, j'ai continué ma pratique. Moi, c'est ça, je suis retournée en méditation et là, vraiment, bon, là, ça s'est vraiment établi dans la présence, mais là, c'était clair. Plus jamais, ça s'est perdu, là. Ben, j'ai toujours eu qu'à regarder et j'étais l'espace. Donc, c'était permanent. Et puis, ensuite de ça, ben, c'est ça. Donc, je suis retournée à ma pratique et là, cette présence-là, là, j'étais vraiment dans qu'est-ce qui voit la présence. Et là, j'allais me placer dans ce qui voit la présence. Et vraiment, un jour, ça a été très, très clair, même que, ah, mais oui, le témoin, lui aussi, est connu. Ça a été comme, ah, une révélation. Je me dis, oui. Donc là, je me plaçais là, je me plaçais là, je me plaçais là. Et par différentes petites pratiques, là, bon, justement, dont j'en parle dans le livre, Mm. de ces petites pratiques-là que j'avais, que ce soit par Rupert Spira qui disait, avec sa question, suis-je conscient? Mm. Oui. Mais qu'est-ce qui c'est ça? Mais là, ça m'amenait, ah, et je restais là. Bon, enfin, ça a pris une année avant que, à l'automne 2018, Pierre et Gérald viennent au Québec faire une tournée. C'était leur deuxième tournée, mais leur première retraite au Québec. Donc, j'ai assisté à ça. Et le premier soir de la retraite, ce qu'on appelle la réalisation s'est produite. Évidemment que leur présence aussi hein, est tellement... C'est ça, Mm. moi, finalement, l'éveil et la réalisation se sont faites en présence de gens qui avaient réalisé leur vraie nature. Et donc, le premier soir, je racontais cette expérience-là où j'ai été aspirée dans le vide. Bon, j'avais une question par rapport à ça. Et par la suite, il s'est mis à avoir beaucoup de tension à l'intérieur, beaucoup de contractions. Donc, à la fin du premier satsang, la première soirée, je suis allée les voir à l'arrière-scène. Et là, j'étais très, très agitée ici et j'en parlais à Gérald. Et Gérald me disait, mais tu es sur le fil du rasoir. Bon, OK, ça ne doit pas être loin. Et moi, je savais, quand même en me rendant à la retraite, je l'avais dit à mon mari,
Et j'ai l'impression qu'il reste un ou deux fils à couper. Je savais qu'il n'y avait plus grand-chose, mais sans avoir d'attente quand même, on ne sait pas hein, quand ça va se produire. Et Joanne me dit ça, et Pierre me dit, mais quand tu arriveras à ta chambre, accueille depuis la présence, que je connaissais évidemment depuis le premier réveil, où j'étais bien établie, accueille la chercheuse spirituelle, accueille ça, accueille la contraction, tout ça, depuis cette présence-là. Donc, arrivé à ma chambre, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui est venu, c'est vraiment, depuis la présence, d'accueillir la chercheuse spirituelle parce qu'il restait, même si le moi séparé était tombé, finalement, l'idée d'une personne, il y avait une désidentification, ça restait parce que je me disais, si j'arrête de chercher, je ne trouverai pas. Donc, la chercheuse spirituelle restait. Et je l'ai accueillie, je l'ai compris, je l'ai aimée. En tout cas, et là, tout à coup, il s'est produit un petit mouvement énergétique du haut de ma tête jusqu'en bas, très rapide, au centre du corps. Et j'ai vu que tout était tombé, tout a lâché, finalement. Et là, j'ai vu que j'étais tout, que j'étais ça, et que tout était moi. Là, ce n'était plus je suis la présence et tout apparaît au sein de moi-même, c'est que tout est moi. Et tout ce qui est resté ici, c'était de la joie et c'est ça, de la joie et de la légèreté. C'est devenu très léger, joyeux en moi. Il n'y avait que ça et je voyais que j'étais tout. Et et c'est ça. Et ce qui a été vu, c'est ça. C'est comme il n'y avait plus d'observateurs ni d'observés. Tout était cela et c'était moi. Donc, ça a été très, très clair. Et Et c'est oui, incroyable comme parcours, hein. Euh, j'ai l'impression que ça a pris du temps, qu'il y a eu une préparation finalement à ce moment de réalisation du soi. Est-ce que c'est ça la réalisation du soi? C'est ce que tu décris là sur la fin? oui, exactement. Oui, c'est ça la réalisation. Quand, quand, quand là, il n'y a plus conscience de il y a plus de dualité, il n'y a plus de deux. Au fond, il n'y a même pas l'absolu, le soi et la manifestation, ça devient comme ça devient un. Donc, il n'y a plus d'observateur, plus d'observé. Euh, et un jour, c'est vu même, mais ça prend du temps aussi à s'intégrer. C'est vu. Puis ensuite de ça, moi, quand je suis partie, puis c'est ça, à la fin de la retraite, je n'avais pas vu personnellement Pierre et Gérald durant la retraite. Et à la fin, ils m'ont dit, puis, comment ça s'est passé pour toi? Et je leur ai raconté ça, tout a lâché, c'est venu léger, joyeux. Et Gérald m'a regardé et m'a dit, ah, ça, c'est bon. Maintenant, sois. Mais moi, personnellement, l'organisme corps mental ici, je ne comprenais rien, là. J'avais déjà entendu des maîtres, par exemple, dire ça, mais graduellement, ça s'est intégré. Parce que l'éveil, comme la réalisation, ce sont des non-expériences. Ça se produit subitement. Une fois que c'est fait. Mais après ça va demander du temps à s'intégrer. Et par la suite, j'ai vu que le monde est transparent. Tout s'est révélé par la suite. Donc, ça a été vu qu'ici, c'est une apparence. Donc, c'est ça aussi la réalisation. C'est vu que ce monde-ci n'est pas le réel. Donc, on voit que les physiciens nous disent que tout n'est que du vide, mais à un moment donné, c'est vraiment vu. Et peut-être que la vision ultime que j'ai vue, mais ça a pris quelques années, ça a été de voir qu'en réalité, il ne se passe rien, il ne s'est jamais rien passé, comme disent les sages, à un moment donné, même ça, c'est vu. Donc, à un moment donné, tout est vu comme étant l'expression du soi, autant la conscience, ce qu'on appelle le je suis, la présence, et la manifestation, tout ça, finalement, est l'expression, mais c'est comme un mirage. C'est une expression du soi, mais ce n'est pas le réel. Fondamentalement, ce n'est pas le réel. Même si ça existe, mais ça n'est pas, on pourrait le dire comme Mm. ça. Donc, c'est ce qui a été fait. Ouais. Et dans ce parcours, donc c'est quand même, ça a quand même été un parcours de pratique. Tu as évoqué beaucoup de pratiques, des pratiques de différentes traditions. Et, euh, et justement, moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que finalement, même si la réalisation semble détachée quelque part de la pratique et qu'elle n'est pas causée par la pratique,
il semble quand même qu'il y ait une importance de cette pratique, ne serait-ce pour se détacher un petit peu des illusions qu'on peut avoir, tout simplement. Et quel est toi aujourd'hui, quelle est ton approche par rapport à cette pratique spirituelle? Mhm. Ben, c'est sûr que bon, c'est pas nécessaire pour tous, semble-t-il. Bon, c'est sûr qu'on voit des gens s'éveiller, des éveils spontanés qui n'ont jamais pratiqué, même si, bon, j'avais déjà entendu une Sargadatta dire quand ça se fait comme ça, c'est parce qu'il y a eu un travail de fait dans d'autres vies. Moi, c'est sûr que ma voix fut celle de la pratique, effectivement, et j'ai de la misère à concevoir tout le monde n'a pas de facilité pour la méditation, hein. Il y en a que ça rebute un peu, mais j'ai de la misère à comprendre qu'on puisse y arriver, à voir qu'on puisse y arriver sans un minimum de pratique, au moins d'investigation du soi, de prendre des arrêts finalement de, de silence, hein, s'arrêter et être en silence un petit peu pour au moins, parce qu'il faut au moins mettre le regard, poser le regard finalement de ce côté-là, vers l'intérieur. Évidemment, hein, on est toujours, dans notre monde, on est toujours, notre attention est toujours focalisée vers l'extérieur, vers les Mm. objets. On est tapé par le mental continuellement. On a été conditionné comme ça aussi à toujours aller vers l'extérieur, à penser qu'on est un corps, qu'on est des pensées. Donc, on est toujours pris. Donc, c'est presque impossible d'avoir, si on ne retourne pas à un moment donné dans le silence, puis de regarder, juste de voir même nos pensées, on les voit. Qu'est-ce qu'ils voient ça? Tu sais, des moments comme ça d'arrêt de silence. Donc, pour moi, parce que moi, c'est sûr que la pratique, ce que ça fait, ben, j'ai l'impression que ça dissout les voiles tellement. Donc, ça a son utilité. C'est sûr que si on est appelé vers la méditation, je trouve que c'est une méthode extraordinaire de dissolution des voiles comme ça. Et, euh, et c'est ça. Puis on dit qu'il n'y a rien à faire. Je trouve que c'est un petit peu mal compris, ça. On va dire qu'il n'y a rien à faire finalement. Évidemment, quand on dit ça, on ne s'adresse pas à la personne. Mm. On s'adresse, c'est la présence qui parle à la présence. Parce qu'il n'y a rien à faire pour être la présence, la conscience, je suis, appelons-le comme on veut, parce qu'on l'est déjà. C'est ce qui va être vu à l'éveil. On a toujours été ça et c'est d'une évidence. Et même, on se dit, mon Dieu, c'est tellement simple c'est presque surprenant là, qu'on ne l'ait pas vu avant, mais on comprend que c'est comme ça que ça fonctionne sur le plan relatif. Donc, c'est ça, il y a ça à voir. Donc, ça ne veut pas dire de ne rien faire, finalement. Mm. Moi, je pense qu'il faut se mettre en chemin. Il faut se mettre en chemin. Oui. Et, euh, et tu parlais d'investigation du soi et tu précisais que voilà, il faut revenir au silence, revenir vers l'intériorité. Est-ce que tu Oui. pourrais juste décrire en quelques mots plus précisément ce que c'est que l'investigation du soi? Puisque peut-être que pour certaines personnes, c'est pas très clair de comment on fait concrètement. Oui, c'est ça. Oui, l'investigation du soi aussi, c'est Ramana Maharshi, mais il y en a peut-être dans différentes approches et ce sont différentes, bon, différentes approches, je dirais comme ça. Mais l'investigation du soi que moi, qui m'a interpellée, c'est celle de Ramana Maharshi, sa question principale, elle était la question qui suis-je? Et Ramana Maharshi, par son investigation, ramenait toujours au je, hein, à ce je du je suis. Quel est ce je? Donc, quelqu'un posait une question, puis il disait qui pose la question? Donc, il le ramenait toujours à la source, finalement, du je. Donc, on peut se poser la question, bon, qui pose la question? Qui pense? Qui médite? C'est ça, justement, par la question de Rupert Spira, suis-je conscient? Oui. Qu'est-ce qui est conscient? Donc, c'est du questionnement. Hein? Moi, j'utilisais beaucoup aussi, est-ce que l'on peut ne pas être? Mm. Des façons très, très rapides de revenir à la présence. Et est-ce qu'on peut ne pas être? Non. Donc, on se questionne, est-ce qu'on peut ne pas être? Non. On va voir qu'on ne peut pas arrêter d'exister, hein? Même si on essayait. Et puis, ce qui m'amenait, justement, quand je pratiquais plus pour la réalisation, là, c'était, mais qu'est-ce qui c'est ça? Je sais que je ne peux pas arrêter d'être, mais c'est su, c'est connu. Donc, qu'est-ce qui c'est ça?
Et là, ça m'amenait plus loin. Et c'est ça. Et même quand j'en parlais à Gérald, il me dit, parce que j'ai fait des séances Skype avec Gérald Benmerzo après la réalisation. J'ai eu la chance de faire des séances avec lui, puis d'aller vérifier mes compréhensions. Puis là, Gérald me disait, OK, mais qui même pose la question de qu'est-ce qui c'est ça que je ne peux pas arrêter d'être? Mais c'est ça, on est au niveau du soi. Donc, par la pratique, puis en voyant que ce n'est pas si compliqué que ça, finalement, de revenir à la présence par toutes ces petites méthodes-là Mm. d'investigation, de questionnement, parce que la présence, la conscience, on a l'impression que c'est loin de nous, alors que c'est vraiment à 0 centimètre, comme il y en a qui le disent. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense et on l'est tout le temps. Et c'est drôle parce que aussi, après l'éveil, on se rend compte que, ah mais oui, justement, on le sait qu'on est ça. Parce que quand il y a des moments de tranquillité, on est assis, même les gens qui ne font pas de méditation ou qui font du jardinage, dans les moments de silence où on n'est pas pris par le mental, hein, parce qu'on est toujours happé par une perception, une pensée, une image. Mais quand tout ça n'est pas là, que notre attention est ici tranquille, ben c'est ce que l'on est. Mais on n'y porte jamais attention. Ça n'intéresse pas le mental, ça. Parce que lui, puis même une façon aussi, c'est de revenir à maintenant. Maintenant, c'est un synonyme pour la présence. Quand on est ici tranquille et qu'on ne suit rien, ben, c'est ce que l'on est. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment, c'est ça l'investigation de qu'est-ce qui voit ça? Bon, on marche sur la rue, on peut se poser la question, Rupert Spira, c'est une de ses invitations. Bon, tout ça, on marche. Suis-je conscient? On peut se poser la question, suis-je conscient? Oui, mais il y a quelque chose ici qui sait ça. Qu'est-ce qui Mm. sait ça? Et là, on revient à la présence tout de suite. Au fond, au cœur du quotidien même, on peut trouver la paix, le bonheur que l'on cherche, qui sont les synonymes de la présence, dans n'importe quoi. On fait notre repas, ben, on voit le corps bouger. Ben, on peut juste ramener la conscience à ah, mais je vois le corps bouger. Qu'est-ce qui voit ça? Et on se place là. On fait notre toilette le matin, Mm. on se voit dans le miroir. Bon, ben, il y a quelque chose ici qui voit. Je suis pas ça, je suis ici. Donc, moi, ça a été comme ça, beaucoup, beaucoup, à faire cette investigation toujours. Donc, par des petits moyens comme ça, des petites pratiques très, très, très simples. Puis c'est une pratique qui a l'air assez joyeuse et assez euh, où on est dans la curiosité de ce qui se passe. Donc on s'intéresse finalement à ce qu'on est et, et ça n'est que finalement quelque chose, ça ne peut être que euh, qu'agréable, un peu comme euh, quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose de très intéressant. Donc c'est ce que je perçois là dans ce que tu Oui, exposes. oui, puis je pense que c'est essentiel même que ça soit léger. Que ce soit parce que quand ça devient ardu et tout ça, non, c'est aussi souvent qu'on y pense et quand ça nous. Puis c'est justement, ça amène de la joie. Même mes amis de méditation, bon, peut-être je suis chanceuse d'avoir eu cette nature-là, mais c'était toujours moi de la joie, du plaisir à méditer. Donc, ces exercices-là, oui, comme tu dis, c'est beau, oui, parce que Mm. avec un émerveillement, ah, mais je suis ça, puis on reste là, puis on goûte ça, puis oui, c'est bien dit. Mm. Après la réalisation du soi, c'est comment la vie? Est-ce que alors j'ai envie de dire c'est peut-être une contradiction de poser comme ça, mais pour le système mental ou pour la manifestation, pour le personnage entre guillemets, comment ça se passe finalement? Est-ce que il y a encore des émotions qui apparaissent? Est-ce qu'il y a encore une personnalité? Est-ce que ou ou on- comment est-ce que ça se passe? Oui, mais ça se passe beaucoup plus légèrement. Mm. La vie est beaucoup plus légère, c'est sûr. On dit que tout change, mais rien ne change, même après le premier réveil qui est entré dans le courant. C'est sûr que c'est beaucoup plus léger, mais c'est sûr que le fil de la vie continue à se produire.
Donc oui, il y a toujours un personnage, mais quand on n'y est plus identifié, quand c'est clair, puis même ça peut être vu après le premier réveil, pas de façon instantanée tout le temps, là. Mais disons que ça va être vu que le film continue, mais je ne suis pas ça. Moi, c'est sûr qu'après le premier réveil, je devais me repositionner ici, parce que ce n'était pas vu au début. Mais le film, c'est ça, continue à se produire. Et ce qui fait beaucoup la différence, puis encore plus, c'est sûr, après la réalisation, c'est qu'il n'y a plus de résistance à ce qui est, il n'y a plus de refus, parce que c'est vu comme étant l'expression de soi-même. Donc, et c'est vu aussi, puis même ça, moi, c'était vu après le premier réveil, je pense que c'est en général comme ça, que la vie est une perfection. Donc, tout ce qui se produit dans le film est nécessaire. Mais il y a un personnage et ce n'est pas refusé, ça laisse vivre le personnage et ça goûte encore plus. Parce qu'au fond, on est encore plus présent. C'est pas. Puis après la réalisation, c'est pas qu'on n'est plus dans le monde, c'est que le monde est soi. Donc, c'est encore plus goûté. Mais plus rien n'est un problème. Donc, disons qu'après le premier réveil, je peux dire que ça va s'identifier. Et on revient ici et, OK, on se rappelle qu'on est ça. Et après la réalisation, bon, sur l'éveil, bon, à un moment donné, c'est vu qu'on est l'espace et tout ça. Mais je dirais plus au point, après 5 ans, après la réalisation, je dirais, je ne pourrais pas dire que ça s'identifie, ça se désidentifie, mais ça focalise et ça défocalise Hmm. et c'est tout. Et ça revient tranquille. Et ça part dans le film encore, là, ça part dans le mental, puis ça s'en rend compte, puis ça fait oh, mais sauf que après la réalisation, c'est que ce qui se passe dans le film, même si on le vit et que tout est vécu pleinement, et même les émotions, on les laisse nous traverser, Hmm. ça apparaît encore. Et il reste des vassals, donc il reste des conditionnements, des choses dans l'inconscient qui vont réapparaître, qui vont se présenter, mais ça laisse tout se présenter et ça n'en fait plus de cas. Hmm. Ça, si ça fait 15-20 minutes que je suis pris dans quelque chose, c'est mis de côté. C'est tout. Et si ça a besoin d'être regardé, bon, soit il vient une émotion, bon, je peux mettre la conscience dessus et ça passe tout seul. Et d'autres fois, mais je vois que c'est quelque chose qui a besoin d'être rencontré. Donc, je le rencontre, je laisse l'émotion me traverser. Si ça pleure, ça pleure, et ça se libère. Comme ça, l'émotion et sert à réharmoniser le corps. C'est une énergie. Quand elle est prête à être libérée, elle se présente. Mais tant mieux, on la laisse passer. Donc, il n'y a pas un refus, parce que je sais que certaines personnes, après l'éveil, vivent vraiment un décollement. Ils vivent depuis l'arrière-plan. Ils nient le monde manifesté, mais ils vont finir par être réabsorbés la majorité du temps. Et c'est ça, et tout devient beau et on s'extase. Il y a une extase devant tout parce que, bon, comme c'est soi-même, puis que tout est fait de soi-même, et c'est ça, là, il y a beaucoup de joie à explorer finalement. Mais c'est ça. Au début, peut-être ce n'est pas clair, mais après ça, ça le devient. Puis après la réalisation, c'est ça. C'est que quand il n'y a plus aucune confusion entre ce que l'on est, entre le réel et ce qui est irréel, ce qui se produit, mais bon, en apparence, il y a plus de problème. Donc, Hmm. quand ça focalise, puis même si ça s'identifie, ce n'est plus un problème. Quand on sait ce qu'on est, c'est comme, c'est une joie d'être dans le film, que le film se produise. Et, alors, je le dis souvent, mais ça me fait penser à. Moi, je pratique le yoga du rêve et c'est un peu ça, c'est-à-dire quand on est lucide dans son rêve, le rêve continue, mais pourtant on sait que tout ce qui nous entoure, tous les personnages du rêve, ce n'est que notre propre esprit finalement, et c'est pas pour autant qu'on continue pas le rêve et ça nous permet de vraiment d'explorer complètement et d'être totalement impliqué dans le rêve. Et donc, finalement, c'est un peu ça aussi la réalisation du soi, j'ai l'impression, c'est qu'on est totalement impliqué complètement dans la vie, sans séparation. Exactement, exactement. Totalement impliqué, tout en n'étant jamais affecté
affecté personnellement, parce qu'on sait qu'on n'est pas identifié. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais il n'y a pas de souffrance. La souffrance, finalement, est une résistance. Hein? Mm. C'est vient beaucoup de la résistance à ce qui se produit. Parce que même une colère qui se libère, c'est pas, il n'y a pas de souffrance si on la laisse juste passer. Hein? C'est ça. La peine, c'est quoi la souffrance? Le mental, l'étiquette souffrance. Mais au fond, c'est une énergie qui se libère. Ça ne veut pas dire qu'ici, ça refuse jamais. C'est jamais dans la résistance. Mais quand ça refuse, il n'y a pas de refus du refus. Mm. Et c'est accueilli. Et évidemment, quand on peut se placer dans la présence, dans maintenant, et accueillir tout, l'enfant blessé apparaît toujours, blessé ou pas, mais l'enfant, quand on est dans nos blessures, les blessures viennent souvent de la petite enfance, mais c'est accueilli, c'est aimé, c'est embrassé, il n'y a plus de refus. Donc, il peut se passer n'importe quoi. C'est ça. Puis quand on voit vraiment qu'il y a cette conviction-là très grande, cette fois-là, en la vie, en l'intelligence, que tout est fait vraiment pour nous amener chacun à l'éveil et tout est parfait à la virgule près, c'est quand ça devient vraiment d'une clarté, ben, on ne peut rien refuser. C'est ça. Et comme tu disais, quand on voit son reflet dans le monde, que c'est notre reflet, on voit que l'autre, c'est nous-mêmes, il n'y a pas Mm. d'autre, il n'y a que soi. Hein? Donc, l'autre n'est plus jugé et tout ça. Donc, ça, c'est la définition même de l'amour, de se voir dans l'autre. Puis de se voir dans le monde, ben là, c'est la beauté. Puis ça n'a pas besoin d'être juste dans des beaux paysages. Non, partout, il y a de la beauté. Partout, partout. Tout est magnifié. On pourrait dire ça comme ça. Mais c'est ça. Puis sans se croire ça. Donc, ça vit ça. C'est soi-même, tout le temps. C'est c'est ça. C'est- Je me dis là, les personnes qui sont en train de t'écouter peut-être se disent, mais comment est-ce qu'on fait finalement? J'aimerais pouvoir expérimenter ça. Et du coup, quel serait le premier conseil que tu donnerais à une personne qui connaît rien à tout ça et qui souhaiterait quelque part faire un premier pas sur ce chemin? Oui. Ben, je dirais ça premièrement, peut-être de s'ouvrir un petit peu à ce qui l'interpelle. On est interpellé par le sujet de l'éveil. Peut-être, bon, il y a tellement de gens qui partagent à notre époque, c'est Mm. merveilleux d'aller, oui, avoir une compréhension, parce que ça vient aussi par la compréhension, même si le vécu n'est pas mental, le mental ne pourra pas, c'est un savoir direct, finalement, mais ces compréhensions-là, le mental nous amène là aussi, et ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Et juste ça, de revenir ici vraiment, puis c'est ce que je fais aussi dans mes ateliers, dans mes rencontres. On fait toujours un exercice où on revient ici tranquille par différents petits moyens. Mais premièrement, c'est ça, prendre des petits moments d'arrêt. Ça, vraiment, c'est. Mm. Et de silence et de regarder. Et je pense que de voir en premier que juste se rendre compte qu'on voit nos pensées. Hein, des fois, on dit, ah, j'ai pas une bonne pensée, je sais pas. Ben, c'est vu, ça. Donc, revenir et c'est ce qu'il voit. Rester tranquille là, comme je disais dans le quotidien. Donc, commencer peut-être une pratique comme ça, juste d'observer, de devenir l'observateur. J'observe qu'il y a des pensées, j'observe l'émotion. Il y a une émotion, ah, ça fait quoi dans le corps? J'y reviens. Hein, j'observe la sensation. Donc, commencer comme ça graduellement, parce que c'est sûr que quand il va arriver des périodes de tempête mentale, Mm. hein, quand on est pris des grandes émotions et tout ça, ben là, c'est pas là qu'on commence à voir qu'il y a quelque chose. Malgré que des fois, c'est tellement puissant que ça peut Mm, provoquer mm, mm. une. Ah, hein, c'est fort que, OK, on est là dans ce qui ne bouge pas et tous les phénomènes bougent. Donc, commencez à regarder les phénomènes. Bon, ça se produit. Le corps bouge. Les questions, évidemment, peut-être aussi de OK, puis les pensées qui apparaissent, est-ce que je les choisis ou pas? Là, ma main bouge, est-ce que je l'ai choisie? Comment ça se passe? Donc, commencez à s'intéresser à ça, si ça nous interpelle, évidemment. Et peut-être aussi vraiment une bonne façon, c'est de revenir, c'est ça, à maintenant. Donc, mettre de côté les pensées, les projections futures, qui est dans la mémoire. Oh, ici, il y a quelque chose maintenant qui est tranquille. Puis ça, ici, là, tous ces retours-là, finalement,
c'est très, très puissant. Hein, je parle souvent je donne souvent l'exemple du film, hein, on va au Mm. cinéma, puis un film à l'écran, et souvent, comme spectateur, on est pris. Dans le film, on en oublie même que nous sommes le spectateur. Et c'est ça finalement qui se produit ici. L'hypnose divine, c'est un peu ça. On a oublié que nous étions témoins. Donc, on est complètement absorbé dans le film et on vit toute notre vie en général. Et on meurt, on ne s'est jamais rendu compte Mm. qu'on était spectateur. Mais si on revient ici à ce qu'il voit, ah, c'est d'une puissance. Ça fait un travail. Et de plus en plus, c'est vu. Et c'est une voie, en tout cas, cette voie-là de l'investigation du soi aussi, c'est une voie très directe, très rapide. Donc, prendre ces moments d'arrêt-là et commencer à voir, oui, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il perçoit. Je dirais par cette investigation-là, mais tranquillement, pas vite. Mhm. C'est c'est très clair et puis c'est très inspirant, je trouve ça. Et Merci. tu évoquais les ateliers que tu animes. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on conclue cette conversation, euh, bah, nous dire si tu as des retraites ou des ateliers qui sont organisés dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Oui, oui, j'ai commencé justement dimanche dernier une série de 4 rencontres en ligne sur Mhm. Merci la vie, en collaboration avec Merci la vie. Des rencontres où justement, moi, mon accompagnement, c'est beaucoup ben, justement de pointer finalement à ceux qui cherchent, là, finalement, à pointer, regarde ici, là, regarde là, mais Mhm. en donnant aussi des enseignements, parce que mon livre, c'est ça, et vraiment sur les enseignements, c'est comme une synthèse des enseignements Mhm. non duels, mais dit de façon très simple et très pratique. Bon, si je commence par les rencontres, j'ai commencé sur ça, une série de 4 rencontres en ligne. Ensuite de ça, je fais 2 rencontres en présence au printemps. Encore au Québec, là, ben, un jour, j'irai probablement visiter la France Bah oui, il pour faut faire une venir. rencontre, éventuellement. Mais j'ai commencé à l'automne, finalement, à faire des partages comme ça. Puis même au printemps, j'ai commencé sur Merci la vie. Ça va faire un an. Donc, oui. Alors là, il y a des rencontres qui s'en viennent. Et durant les rencontres, ben, c'est ça. On parle un petit peu des enseignements des sages. Je donne quelques indications et après, j'accompagne les gens où ils s'en sont rendus dans leur parcours. Pour eux, bon, qu'est-ce qui fait obstacle? C'est ça. Et on fait un exercice où on est amené à la présence, comme ça. On laisse tout tomber, on revient là. C'est des méditations guidées, je pourrais dire. Mhm. Là, et c'est beau comment les gens, justement, les réponses que j'ai, même des gens m'ont écrit après la séance de dimanche, après l'exercice, les gens disaient, mais mon Dieu, mais c'est beaucoup plus simple que je pensais. Je Mhm. pensais, moi, que c'était loin de moi, inatteignable. Non, l'éveil et la réalisation sont accessibles à tous, vraiment. C'est ce que l'on veut, c'est Mhm. accessible à tous. Mhm. Et, Et, donc, je mettrai hein, les liens pour que les personnes puissent voir un petit peu tous tes ateliers et également se procurer ton livre. Je te remercie vraiment pour ce moment de partage très riche, avec plein de pistes d'observation. Et, et je te dis à très vite et certainement peut-être dans un atelier ou si tu viens en France, on pourra peut-être se croiser. oh, ce sera avec bonheur. Merci beaucoup à toi. Merci, Très très vraiment. bonne soirée. Merci toi Au aussi. revoir. Au revoir.